Anne serrait le volant de sa Clio, les mains moites, tandis que sa mère Colette rajustait nerveusement le col de sa robe bleu marine, pour la 3e fois, depuis qu'elles avaient quitté Vénissieux. Le trajet jusqu'à Caluire et Cuire n'avait jamais semblé aussi long, chaque feu rouge transformé en éternité, où Anne sentait l'anxiété de sa mère grandir comme une marée silencieuse. « Tu es sûre que cette robe convient, ma chérie ? Je ne voudrais pas faire mauvaise impression. » Anne posa brièvement sa main sur celle de sa mère, sentant sous ses doigts la peau fine et froide, ses mains qu'il avait élevées seule après la mort de son père quand elle avait 10 ans, ses mains qui avaient tant travaillé pour si peu. « Maman, tu es parfaite. Ne t'inquiète pas. » Mais son propre ventre se nouait à mesure qu'elles approchèrent du quartier résidentiel. 7 ans qu'elle était mariée à Julien, 7 ans de repas de Pâques dans cette maison bourgeoise, et jamais Colette n'avait été invitée. Cette année, Anne avait insisté pendant des semaines, jusqu'à ce que Françoise cède enfin avec ce soupir agacé qu'elle connaissait si bien. « Si tu y tiens absolument, Anne, mais ne me demande pas de faire des efforts particuliers. » La maison se dressa devant elle, imposante avec sa façade en pierre blonde, ses volets gris anthracite et son jardin géométrique où pas un brin d'herbe ne dépassait. Anne gara la voiture et inspira profondément avant de se tourner vers Colette, qui fixait la bâtisse avec une expression qu'Anne n'avait vue qu'une seule fois auparavant, le jour où elle s'était présentée au bureau de la sécurité sociale pour demander une aide d'urgence après le licenciement de sa mère. Dans le grand salon aux moulures dorées et au parquet ciré, une quinzaine d'invités bavardèrent déjà, flûte de champagne à la main. L'odeur du gigot d'agneau flottait depuis la cuisine, mêlée au parfum lourd des tulipes blanches disposées sur chaque console. Françoise, élégante dans son tailleur Chanel crème, accueillit Anne d'une double bise mécanique avant que son regard ne glisse sur Colette, s'attardant une fraction de seconde sur cette robe des Galeries Lafayette, soldée à 50 €. « Bonjour » un seul mot. Sec, poli, vide. Pas de bise, pas de sourire, juste ce hochement de tête qu'on réserve aux livreurs. « Bonjour madame, merci de nous recevoir » murmura Colette en baissant légèrement la tête. Ce geste d'excuse permanente que les gens modestes finissent par porter comme une seconde peau. Françoise s'était déjà détournée vers le couple arrivé juste derrière elle, des amis de longue date qu'elle embrassa chaleureusement en s'exclamant combien elle était heureuse de les voir. Anne sentit ses joues brûler. Elle prit le bras de sa mère et l'entraîna vers le canapé en cuir où elles s'assirent en silence. 2 intruses dans un monde qui ne voulait pas d'elles. Julien apparut quelques minutes plus tard, impeccable dans sa chemise blanche repassée et son pantalon de costume. Il embrassa Anne distraitement, salua Colette d'un bref « bonjour » sans la regarder vraiment, puis retourna discuter avec son frère près de la cheminée où crépitait un feu décoratif. Quand Françoise annonça que le déjeuner était servi, Anne chercha les petits cartons calligraphiés qui indiquèrent les places. Le sien se trouvait au milieu de la table ovale, entre Julien et la tante Marguerite. Elle chercha celui de sa mère, et son estomac se tordit quand elle le trouva tout au bout, presque isolé du reste des convives, coincé entre la desserte et l'oncle Henri, qui était sourd d'une oreille, et ne parlait jamais à personne. Colette s'assit sans un mot, les mains crispées sur sa serviette damassée, et Anne dut détourner le regard pour ne pas voir cette expression résignée qu'elle connaissait trop bien. Le repas se déroula dans une ambiance joyeuse pour tout le monde, sauf pour Anne qui picorait dans son assiette en surveillant sa mère du coin de l'œil. Françoise monopolisait la conversation, racontant ses dernières vacances à Deauville, puis vantant les succès de Julien qui venait de décrocher un gros contrat. « Mon fils est vraiment exceptionnel. Le directeur général lui fait une confiance absolue. » Elle se tourna ensuite vers Anne, avec un sourire en coin. Anne travaille tellement à l'hôpital qu'on ne la voit presque plus. C'est dommage pour un couple, non ? Quelques rires gênés autour de la table. Anne sentit le rouge lui monter au visage. Au bout de la table, Colette mangeait en silence, invisible. Et puis, entre le plat principal et le fromage, Julien se leva. Le silence tomba immédiatement. Tous les regards convergèrent vers lui. Il posa sa serviette sur la table, avec un geste lent, presque solennel, et Anne sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. « Je dois dire quelque chose d'important. » Il se tourna vers Colette, et son visage était celui d'un juge prononçant un verdict. « Colette, avec tout le respect que je te dois, tu n'as pas ta place à cette table. » Tu ne fais pas partie de cette famille. Je pense qu'il est temps d'être honnête là-dessus. »
Le silence qui suivit fut absolu, comme si l'oxygène avait été aspiré hors de la pièce. Anne regarda Julien, puis sa mère. Colette était blême, ses lèvres tremblaient, ses mains agrippées à le bord de la table. Mais elle ne dit rien. Elle encaissait cette humiliation avec cette dignité terrible des gens qui ont l'habitude d'être écrasés. Autour de la table, personne ne broncha. Tante Marguerite baissa les yeux. L'oncle Henri fit semblant de ne pas avoir entendu. Les autres fixèrent leurs assiettes. Anne croisa alors le regard de Françoise. Sa belle-mère souriait. Un sourire léger, satisfait, triomphant. Et quelque chose se brisa en Anne. Elle se leva lentement, les jambes tremblantes, mais le regard clair. Tous les visages se tournèrent vers elle. Sans un mot, elle marcha vers sa mère, prit sa main glacée et l'aida à se lever. Puis elle se dirigea vers Julien qui la regardait avec un mélange de surprise et d'amusement condescendant. Anne retira son alliance et la jeta dans son assiette, où elle rebondit contre la porcelaine avec un bruit sec. Si ma mère n'a pas sa place ici, alors moi non plus. Elle récupéra leur manteau dans l'entrée et sortit, Colette à ses côtés, sous les regards médusés des 15 convives figés autour de la table. Dans la voiture, Colette éclata enfin en sanglots, ces sanglots qu'elle avait retenus toute sa vie. Anne démarra, les mains serrées sur le volant, le cœur battant si fort qu'elle entendait le sang cogner à ses tempes. 7 ans de mariage venaient de s'effondrer en quelques secondes. Son téléphone vibra. Un message de Julien s'afficha sur l'écran. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Reviens avant minuit, ou tu le regretteras. » Anne éteignit son téléphone et accéléra vers Vénissieux. Anne passa la nuit chez sa mère dans le petit appartement de Vénissieux qu'elle connaissait par cœur, cette F3 au 4e étage sans ascenseur où chaque objet racontait une histoire de débrouille et de survie. Colette s'était endormie vers minuit, épuisée par les larmes et les excuses qu'Anne avait dû lui interdire de formuler. Mais Anne, elle, ne pouvait pas fermer l'œil. Assise dans la pénombre du salon, enveloppée dans le vieux plaid écossais qui avait appartenu à son père, elle laissa enfin remonter les souvenirs qu'elle avait enfouis pendant 7 ans. Ce n'était pas une avalanche brutale, plutôt une succession d'images nettes et froides, comme des diapositives qu'on projette une à une dans l'obscurité. Julien corrigeant sa grammaire devant ses collègues lors d'un dîner professionnel, 3 ans plus tôt. On dit « je me suis permis », pas « je me suis permise, chérie ». Il avait ri, les autres aussi. Et Anne avait souri comme si c'était une plaisanterie affectueuse, alors que quelque chose en elle s'était recroquevillé de honte. Les événements importants de sa boîte de conseils auxquels elle n'était jamais invitée. C'est très protocolaire, tu t'ennuierais. Et puis tu travailles tôt demain, non ? Chaque fois une excuse différente. Chaque fois elle avait acquiescé docilement. Les remarques de Françoise sur son métier. Toujours enrobée de cette politesse glaciale qui fait plus mal que l'insulte directe. Infirmière, c'est vraiment honorable, mais ce n'est pas une carrière, disons, stratégique, pas comme ce que fait Julien, évidemment. Et Julien qui ne disait rien, qui laissait sa mère démolir sa femme méthodiquement, repas après repas. Anne réalisa qu'elle s'était effacée. Petit à petit, année après année, elle avait rétréci jusqu'à devenir l'ombre d'elle-même, cette version acceptable, qui ne dérangeait personne, et surtout pas Julien. À 9h le lendemain matin, elle retourna à l'appartement de la Croix-Rousse. Elle avait besoin de récupérer ses affaires, mais surtout, elle voulait regarder Julien en face, maintenant qu'elle voyait enfin clair. Il était assis à la table de la cuisine, impeccable dans son costume gris, tasse de café fumante à la main, comme si de rien n'était. Quand il leva les yeux vers elle, il esquissa même un sourire. « Tu as fini ton petit spectacle ?» Anne resta immobile dans l'encadrement de la porte. La condescendance dans sa voix, ce ton qu'on emploie avec un enfant capricieux, acheva quelque chose en elle. « Écoute, je comprends, » continua Julien en soupirant. « Tu as voulu défendre ta mère ? C'est touchant. Mais tu as vraiment exagéré. C'était juste un moment de tension. Ça arrive dans toutes les familles. »« Un moment de tension ?» répéta Anne lentement, testant les mots comme si elle les entendait pour la première fois. « Tu l'as humilié devant 15 personnes. » Julien posa sa tasse avec un geste agacé, celui qu'il réservait aux discussions qu'il jugeait inutiles. « Anne, sois réaliste 2 secondes. Ta mère est une femme simple. Elle ne comprend pas notre monde, nos codes sociaux. Elle n'a rien à voir avec cette famille.
C'est juste un fait objectif. Je n'ai fait que dire la vérité. » Ces mots tombèrent dans le silence de la cuisine, comme des pierres dans un puits. Anne comprit enfin ce qu'elle avait refusé de voir pendant 7 ans. Elle avait épousé un homme qui la méprisait, qui méprisait tout ce qu'elle était, tout ce dont elle venait, tout ce qui faisait d'elle quelqu'un de différent de lui. Julien se leva et s'approcha d'elle en sortant l'alliance de sa poche. « Bon, reprends ça maintenant. Tu t'excuses auprès de ma mère. On oublie cette histoire ridicule. Et tout redevient normal. » Anne recula comme s'il lui tendait du poison. « Je veux divorcer. » Le masque du mari patient se fissura instantanément. Les yeux de Julien se durcirent, sa mâchoire se crispa. « Très bien. Mais tu vas le payer cher, Anne. Très cher. Tu n'imagines même pas à quel point. » Il tourna les talons et disparut dans le bureau en claquant la porte. Anne monta à l'étage, rassembla quelques vêtements, ses affaires de toilette, les photos de son père qu'elle gardait dans sa table de nuit. En redescendant, elle passa devant le bureau et la porte entr'ouverte. Elle cherchait juste ses papiers de mutuelle, normalement rangés dans le classeur métallique. Elle ouvrit le premier tiroir et tomba sur un relevé bancaire, leur compte commun, des lignes et des lignes de transactions. Et là, répétés tous les mois comme une litanie, des virements identiques vers le même bénéficiaire. F. Moreau, Françoise Moreau, 800 €, 1000 €, 1200 €, depuis 3 ans. Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle photographia le relevé avec son téléphone, juste au moment où Julien entrait dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je cherche mes papiers de mutuelle, » répondit-elle en cachant son téléphone dans sa poche. « Prends ce que tu veux et va-t'en. » Dans la voiture, Anne agrandit la photo sur son écran. Les virements commençaient exactement il y a 3 ans. 3 ans. Elle se souvint brutalement. À cette époque, Colette avait perdu son emploi de secrétaire après une restructuration. Elle avait traversé 6 mois terribles, cherchant du travail à 58 ans, comptant chaque centime. Anne avait demandé à Julien s'il pouvait l'aider temporairement, juste quelques centaines d'euros par mois. Il avait refusé catégoriquement. « On doit penser à nous, à nos économies pour l'avenir. On ne peut pas sauver tout le monde, Anne. Sois raisonnable. » Pendant qu'il disait ça, pendant que sa mère mangeait des pâtes sans sauce pour économiser, Julien envoyait 1000 € par mois à Françoise. Avec leur argent. Avec son argent à elle. Anne démarra en direction de Vénissieux, les mains tremblant sur le volant, une rage froide lui brûlant la poitrine. Anne roula jusqu'au cabinet de Maître Lefort sans même réfléchir. Une collègue infirmière lui avait donné ce nom 6 mois plus tôt lors d'une pause café, évoquant son propre divorce difficile et cette avocate qui l'avait sauvée. Anne avait noté le numéro machinalement, sans imaginer qu'elle en aurait besoin un jour. Le cabinet se trouvait rue de la République, au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Maître Lefort la reçut dans un bureau encombré de dossiers où régnait une odeur de café froid et de papier. C'était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris coupés courts, regard direct et fatigué de quelqu'un qui a trop entendu d'histoires similaires. Anne raconta tout. Le repas de Pâques, l'humiliation de Colette, les virements secrets. Elle montra la photo du relevé bancaire. Maître Lefort l'examina longuement en silence. « Combien gagnez-vous par mois ? » 2200 € net. Infirmière aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. « Et votre mari ? » Autour de 4500, je crois. Il est cadre supérieur dans un cabinet de conseil. L'avocate prit des notes, puis releva la tête. « Vous étiez marié sous quel régime ? » La communauté, le régime classique. Pas d'enfant ? Non. Maître Lefort retira ses lunettes et se massa l'arête du nez. « Écoutez-moi bien, Anne. Légalement, vous avez droit à la moitié des biens communs. Ces virements vers sa mère, prélevés sur un compte que vous alimentiez aussi avec votre salaire, sans votre consentement, c'est problématique pour lui. On peut s'en servir. » Anne sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. « Mais, continua l'avocate d'une voix plus dure, votre mari a des revenus supérieurs, des contacts, probablement un bon avocat. Il va se battre. Il va contester la valeur de chaque meuble, de chaque bien. Il va faire traîner les procédures. Et il va essayer de vous épuiser. Je m'en fiche. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Et ne plus jamais le revoir. » Maître Lefort esquissa un sourire fatigué,
C'est ce qu'elles disent toutes au début. Mais dans 6 mois, quand vous aurez enchaîné les audiences, les papiers, les nuits blanches, on verra si vous tenez toujours. » Elle se leva et tendit la main à Anne. « Je prends votre dossier. Mais préparez-vous. Ça va être long et ça va faire mal. » En sortant du cabinet, Anne alluma son téléphone qu'elle avait éteint depuis la veille. 15 appels manqués de Julien. 3 messages de Françoise. Elle effaça tout sans lire. Un nouveau message arriva au moment où elle déverrouillait sa voiture. « Julien, encore. Tu veux vraiment faire ça ? Très bien. Mais rappelle-toi que j'ai les moyens de te détruire. Et je n'hésiterai pas. » Anne éteignit de nouveau son téléphone et démarra. En arrivant chez Colette, elle trouva sa mère assise à la table de la cuisine, une tasse de thé froid devant elle, les yeux rouges. « Ma chérie, je suis tellement désolée. Tout ça, c'est ma faute. Si je n'étais pas venue... » Anne s'agenouilla devant sa mère et prit ses mains dans les siennes. « Maman, écoute-moi bien. Rien de tout ça n'est ta faute. Rien. Julien et Françoise ont révélé qui ils sont vraiment. Et moi, j'ai enfin ouvert les yeux. » Colette caressa doucement les cheveux de sa fille, ce geste qu'elle faisait depuis qu'Anne était petite. « Tu es sûre de vouloir divorcer ? C'est un appartement magnifique que tu vas perdre. Une vie confortable. Une cage dorée, maman. J'étais dans une cage dorée et je ne le voyais même plus. Cette nuit-là, allongée sur le canapé du salon de Vénissieux, Anne sentit pour la première fois depuis des années quelque chose qui ressemblait à de la liberté. Une liberté terrifiante, douloureuse, mais réelle. Son téléphone vibra sur la table basse. Elle le ralluma par réflexe. Un message d'un numéro inconnu. « Bonjour Anne. Je m'appelle Sophie. J'ai travaillé avec votre mari il y a quelques années. J'ai entendu parler de votre divorce par une connaissance commune. Je pense que nous devrions nous parler. J'ai des informations sur Julien. Des choses que vous devriez savoir. » Anne fixa l'écran dans l'obscurité. Qui était cette Sophie ? Et qu'est-ce qu'elle savait exactement ? Anne rappela Sophie dès le lendemain matin depuis le parking de l'hôpital, avant sa garde de jour. La voix au bout du fil était posée, prudente, celle de quelqu'un qui a déjà trop parlé dans sa vie et qui mesure désormais chaque mot. « On peut se voir ? Pas au téléphone. C'est trop important. » Elles se donnèrent un rendez-vous le surlendemain dans un café discret, près de la gare de la Part-Dieu. Anne passa ses 48 heures dans un brouillard étrange, enchaînant ses gardes aux urgences comme une automate. Ses collègues remarquèrent son silence inhabituel, ses cernes qui s'approfondissaient, mais personne n'osa poser de questions. Le mercredi après-midi, Anne poussa la porte du café. Sophie était déjà installée au fond de la salle, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts châtains, habillée sobrement, les traits tirés. Elle se leva à demi quand Anne s'approcha. « Merci d'être venue. » Elles commandèrent 2 cafés que ni l'une ni l'autre ne touchèrent vraiment. Sophie tourna sa cuillère dans sa tasse pendant un long moment, avant de se lancer. « J'ai été chef de projet dans le cabinet où travaille Julien, de 2019 à 2022. Je suis partie brutalement après un conflit avec la direction. » Elle releva les yeux vers Anne. « En réalité, le conflit, c'était avec votre mari. » Anne sentit son cœur accélérer. Sophie continua d'une voix plus basse. Julien s'appropriait systématiquement le travail de ses subordonnés, surtout celui des femmes. Il prenait nos idées en réunion sans jamais nous créditer. Quand on protestait, il nous discréditait auprès de la hiérarchie. Elle est fragile en ce moment. Elle ne supporte pas la pression, ce genre de phrase assassine. Anne reconnaissait ce ton, cette manière qu'avait Julien de démolir quelqu'un avec des mots en apparence neutres. J'ai fini par craquer après qu'il ait présenté mon dossier stratégique comme le sien devant le directeur général. J'ai menacé de porter plainte en interne pour harcèlement moral. Sophie marqua une pause, ses doigts se crispant autour de sa tasse. C'est là que Françoise est intervenue. Anne sursauta. « Ma belle-mère ? Elle connaît très bien le DG. Ils ont fait HEC ensemble dans les années 80. Elle a arrangé mon départ. 15 000 € d'indemnité en échange de ma démission volontaire et d'un accord de confidentialité. » Sophie sortit alors une clé USB de son sac et la posa sur la table. « Mais j'ai gardé des copies. Tous nos échanges d'emails, les messages où Julien me harcelait, où il mentait sur mon travail, où il me menaçait de me faire virer si je parlais. J'ai tout. Je ne savais pas quoi en faire pendant 2 ans. Et puis j'ai entendu parler de votre divorce par une ancienne collègue.
Anne fixa la clé USB comme si c'était une grenade dégoupillée. « Pourquoi vous me donnez ça ? Parce que j'ai accepté l'argent et je me suis tue. Et je le regrette tous les jours. Parce que Julien continue. Parce qu'il y a d'autres femmes après moi qui ont subi la même chose. » Sophie se pencha légèrement en avant. « Et parce qu'il y a autre chose. Je n'ai jamais eu de preuves, mais je pense qu'il avait une liaison avec une stagiaire à l'époque. Caroline. 23 ans. Elle est partie du jour au lendemain, mutée à Marseille. Françoise a encore arrangé ça. » Anne sentit le café remonter dans sa gorge. Elle prit la clé USB d'une main tremblante. « Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? » ?»« Ce que vous voulez. Mais si vous allez au tribunal, ces emails peuvent changer la donne. Ils montrent qui est vraiment Julien. Pas le cadre brillant et respectable. Le manipulateur qui écrase les autres pour monter. En rentrant chez Colette ce soir-là, Anne inséra la clé USB dans le vieil ordinateur de sa mère. Des dizaines de fichiers s'affichèrent. Elle en ouvrit un au hasard. Un email de Julien à Sophie, daté de mars 2021. « Ton attitude lors de la réunion client était inappropriée et déstabilisante. Je te suggère fortement de revoir ton approche professionnelle avant que cela n'impacte ta carrière de manière irrémédiable. » Anne ouvrit un autre fichier, puis un autre. La même violence froide, méthodique, répétée sur des mois. Elle reconnaissait cet homme. C'était celui qui l'avait épousée. Son téléphone vibra. Un message de Maître Lefort. Julien vient de déposer une demande de prestation compensatoire. Il réclame 30 000 €. Anne fixa l'écran, puis la clé USB. La guerre venait vraiment de commencer. Anne se présenta au cabinet de Maître Lefort le lendemain avec la clé USB et une détermination qu'elle ne se connaissait pas. L'avocate inséra la clé dans son ordinateur et parcourut les emails en silence pendant 15 minutes interminables, son visage demeurant impassible. Quand elle releva enfin la tête, son regard avait changé. Ça change tout. Elle croisa les mains sur son bureau. Votre mari réclame 30 000 € en prétendant que vous avez profité de son statut social et de ses revenus pendant 7 ans. Mais ces emails prouvent un schéma de harcèlement professionnel systématique. Si on les verse au dossier, sa crédibilité s'effondre. Anne sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, mais Maître Lefort leva aussitôt la main. « Attendez. Avant de vous réjouir, comprenez bien ce que ça implique. Utiliser ces documents, c'est détruire sa réputation professionnelle, sa carrière, peut-être même son emploi si son entreprise décide de rouvrir les dossiers internes. Il a détruit la vie de Sophie, et d'autres femmes probablement. Je sais. Mais juridiquement, moralement, il faut que vous soyez sûr de vouloir aller jusque-là. Parce qu'une fois qu'on franchit cette ligne, il n'y a plus de retour en arrière. » Anne pensa à Colette assise seule au bout de cette table, humiliée devant 15 personnes. Elle pensa aux 3 ans de virement secret vers Françoise pendant que sa mère comptait ses centimes. « Je suis sûre. » Maître Lefort hocha la tête et commença à préparer la réponse à la demande de prestations compensatoires. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar administratif. Julien multipliait les manœuvres. Il contestait la valeur de leurs biens, oubliait de signer des documents, faisait traîner chaque procédure. Anne découvrit aussi qu'il avait vidé la moitié de leur compte épargne commun 3 jours avant qu'elle ne demande le divorce, transférant 22 000 € sur un compte personnel. À l'hôpital, Anne s'accrochait à son travail comme à une bouée, mais l'épuisement commençait à se voir. Elle fit une erreur de dosage sur une prescription, heureusement rattrapée par une collègue. Sa chef de service la convoqua dans son bureau. « Anne, je sais que tu traverses quelque chose de difficile, mais je ne peux pas te laisser mettre des patients en danger. Prends quelques jours. Repose-toi. » Ce soir-là, Anne s'effondra dans les bras de Colette. Sa mère la berça comme quand elle était petite, puis disparut dans sa chambre pour revenir avec une vieille boîte en métal cabossée. « Ton père m'a laissé ça avant de mourir. Je voulais te la donner quand tu en aurais besoin. » Anne ouvrit la boîte. Des lettres d'amour, des photos jaunies, un bracelet en argent qu'elle reconnut vaguement. Après sa mort, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Les créanciers, les factures impayées, toi à élever seule. J'ai pensé abandonner tellement de fois. Colette prit les mains de sa fille dans les siennes. Mais ton père me disait toujours, les gens méchants comptent sur ta fatigue. Ne leur donne pas ce plaisir. Alors j'ai tenu. Pour toi. Et maintenant, c'est ton tour de tenir.
Anne serra sa mère contre elle, sentant pour la première fois depuis des semaines que quelqu'un croyait vraiment en elle. Le jour de l'audience préliminaire arriva. Dans la salle d'attente du tribunal de grande instance de Lyon, Anne aperçut Julien et Françoise, assis côte à côte sur les bancs en bois. Françoise portait un tailleur marine impeccable, Julien un costume 3 pièces. Ils discutaient à voix basse avec leur avocat, un homme d'une 60aine d'années à l'air suffisant. Quand Julien croisa le regard d'Anne, il esquissa un sourire condescendant. Dans la salle d'audience, Maître Lefort présenta les relevés bancaires, prouvant les virements secrets et la contribution disproportionnée d'Anne aux dépenses courantes du ménage. Le juge fronça les sourcils en examinant les documents. L'avocat de Julien tenta de minimiser, parlant de « gestion familiale normale » et de « aide filiale légitime ». Mais Anne vit Julien se raidir légèrement sur sa chaise. Françoise, elle, restait de marbre. À la sortie du palais de justice, Julien rattrapa Anne dans le hall. « Tu crois vraiment que tu vas gagner ?» siffla-t-il entre ses dents. « Tu n'es rien sans moi, Anne. Rien. » Anne s'arrêta, se retourna lentement et le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis des années. « Je préfère être rien sans toi qu'être invisible avec toi. » Elle s'éloigna, laissant Julien figé au milieu du hall. Dans la voiture, son téléphone vibra. Un message de Sophie. « J'ai retrouvé Caroline. Elle accepte de témoigner. » Anne rencontra Caroline 3 jours plus tard dans un petit restaurant du Vieux-Lyon, loin des regards indiscrets. Sophie les avait mises en contact après des semaines de négociations prudentes. Caroline avait hésité longtemps avant d'accepter ce rendez-vous, et Anne comprenait pourquoi dès qu'elle la vit entrer. C'était une jeune femme de 29 ans aux traits fins, habillée avec une élégance sobre, mais quelque chose dans son regard trahissait une blessure ancienne qui ne s'était jamais vraiment refermée. Elle s'assit en face d'Anne et de Sophie, commanda un thé qu'elle ne but pas, et resta silencieuse pendant un long moment. « Je ne sais pas par où commencer », finit-elle par murmurer. Sophie posa doucement sa main sur la sienne. « Par le début, à ton rythme. » Caroline inspira profondément. « J'avais 23 ans. J'étais stagiaire de fin d'études au cabinet. Julien était mon tuteur de stage. Au début, il était charmant, attentionné, encourageant. Il me disait que j'avais un potentiel exceptionnel, que je pourrais avoir une belle carrière. » Sa voix se fit plus basse. « Ça a commencé par des déjeuners professionnels, puis des verres après le travail. Il me racontait qu'il était malheureux dans son mariage, que sa femme ne le comprenait pas, qu'elle était trop simple pour lui. » Anne sentit quelque chose se tordre dans son ventre. Caroline continuait, les yeux fixés sur sa tasse. « La liaison a duré 4 mois. Il me promettait qu'il allait vous quitter, qu'on construirait quelque chose ensemble. J'étais jeune, naïve, je le croyais. Et puis un jour, j'ai compris qu'il mentait, qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir, que j'étais juste un divertissement. » Elle releva les yeux vers Anne. « Quand j'ai voulu rompre, il est devenu froid, menaçant. Il m'a dit que si je parlais, il ferait en sorte que je ne trouve jamais de travail dans le secteur, que personne ne croirait une petite stagiaire contre un cadre respecté. » Caroline sortit un mouchoir de son sac, essuya discrètement ses yeux. « C'est Françoise qui a tout arrangé. Elle m'a convoquée dans un café, exactement comme nous aujourd'hui. Elle m'a expliqué très calmement qu'elle avait des contacts dans toutes les grandes entreprises de Lyon, qu'un mot d'elle suffirait à détruire ma carrière avant même qu'elle ne commence. » Anne sentit la rage monter, brûlante et froide à la fois. Elle m'a proposé un marché, une mutation à Marseille dans une filiale du groupe, un CDI bien payé et mon silence total. J'ai accepté, parce que j'avais 23 ans, des dettes d'études et que j'avais peur. Caroline fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Mais j'ai gardé ça, des messages de Julien, des emails. Pas beaucoup, il était prudent. Mais assez pour prouver qu'il y a bien eu une liaison et qu'il m'a menacée quand j'ai voulu partir. Elle tendit l'enveloppe à Anne. « Je ne sais pas si ça vous aidera devant un juge, mais je voulais que vous sachiez qui vous avez épousé. » Anne prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Elle regarda cette jeune femme qui avait porté ce secret pendant 6 ans, seule, brisée par un homme qui collectionnait les victimes comme des trophées. « Merci, je sais ce que ça vous coûte de parler. » Caroline esquissa un sourire triste. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?
c'est que personne ne l'a jamais arrêté. Sophie, moi, et probablement d'autres. On a toutes accepté l'argent et on s'est tu. Et pendant ce temps, il a continué sa vie comme si de rien n'était. En quittant le restaurant, Anne appela immédiatement Maître Lefort depuis les quais de Saône. L'avocate écouta en silence, puis laissa échapper un long soupir. « Anne, écoutez-moi bien. Avec les emails de Sophie et maintenant le témoignage de Caroline, on a de quoi démolir complètement la crédibilité de Julien. Mais ça signifie aussi exposer publiquement sa vie privée. Un adultère vieux de 6 ans. Des menaces. Du harcèlement. Je m'en fiche. Vous dites ça maintenant. Mais quand vous serez assise dans cette salle d'audience et que tout sera étalé au grand jour, quand vous verrez sa carrière s'effondrer, vous vous demanderez peut-être si ça vaut le coup. » Anne pensa à Colette au bout de cette table. Elle pensa à Sophie qui regrettait son silence. Elle pensa à Caroline qui avait 23 ans et toute la vie devant elle quand Julien l'avait brisée. Ça vaut le coup. Cette nuit-là, Anne ouvrit l'enveloppe de Caroline. Les messages de Julien étalés sur la table de la cuisine de Colette racontèrent l'histoire d'un prédateur méthodique. Des promesses d'amour au début, puis des menaces à peine voilées quand Caroline avait voulu partir. « Tu sais que je peux détruire ta carrière avant même qu'elle commence. Réfléchis bien. » Anne referma l'enveloppe et la rangea soigneusement. Elle savait maintenant qui elle affrontait. Et elle n'avait plus peur. Le procès fut fixé pour un mardi matin de mai, dans une salle d'audience du tribunal de grande instance, qui sentait le bois ciré et le papier ancien. Anne arriva avec Maître Lefort et Colette, qui avaient insisté pour l'accompagner, malgré les protestations de sa fille. « Je veux être là. Pour toi. Comme tu as été là pour moi. » Julien et Françoise étaient déjà installés au premier rang avec leur avocat. Françoise portait un tailleur gris perle, ses cheveux impeccablement coiffés, son visage une façade de marbre poli. Julien, lui, semblait tendu pour la première fois depuis le début de la procédure. Il évitait soigneusement de regarder dans la direction d'Anne. Sophie était présente aussi, assise au fond de la salle, discrète mais déterminée. Caroline avait finalement décidé de ne pas venir, mais elle avait envoyé une déposition écrite, certifiée par huissier. Le juge, une femme d'une 60aine d'années aux lunettes cerclées d'argent, ouvrit la séance d'une voix neutre et précise. L'avocat de Julien commença par plaider la demande de prestations compensatoires, développant l'argument que son client avait financé un train de vie confortable dont Anne avait profité pendant 7 ans. Appartement dans le quartier prisé de la Croix-Rousse, vacances, sorties culturelles, tout cela était rendu possible par les revenus substantiels de M. Perrin. Maître Lefort se leva calmement et présenta méthodiquement les relevés bancaires. Elle montra que pendant 3 ans, Julien avait prélevé entre 800 et 1200 euros par mois sur leur compte commun pour les transférer à sa mère, sans jamais en informer Anne. Elle établit ensuite qu'Anne payait systématiquement les courses, les factures quotidiennes, l'entretien du véhicule, représentant près de 60% des dépenses courantes du ménage. Le juge fronça les sourcils en examinant les documents. L'avocat de Julien tenta de minimiser, parlant d'aide familiale légitime, mais sa voix manquait de conviction. Puis Maître Lefort changea de registre. « Madame la juge, je dois maintenant aborder un aspect plus délicat qui concerne directement la crédibilité de M. Perrin. » Elle versa au dossier les emails que Sophie avait conservés, expliquant le contexte du harcèlement professionnel, de l'appropriation systématique du travail d'autrui, des menaces voilées. Puis, elle lut à voix haute quelques extraits particulièrement révélateurs. Julien blêmit. Son avocat se pencha vers lui, chuchotant furieusement. Maître Lefort enchaîna avec la déposition de Caroline, détaillant la liaison, les promesses mensongères, les menaces quand la jeune femme avait voulu rompre, l'intervention de Françoise pour acheter son silence. Le silence dans la salle était devenu pesant, presque suffocant. Le juge posa ses lunettes sur le bureau et regarda Julien directement. « Monsieur Perrin, souhaitez-vous répondre à ces accusations ?» Julien se leva, le visage défait. Il ouvrit la bouche, la referma, cherchant ses mots. Pour la première fois depuis qu'Anne le connaissait, il semblait désarmé, privé de cette assurance qui le caractérisait. Ces emails sont sortis de leur contexte. J'étais sous pression professionnelle. Quant à mademoiselle Dumas, c'était une erreur de jeunesse. Mais je n'ai jamais menacé personne. Sa voix manquait de force. Même lui ne semblait pas croire à ce qu'il disait.
Le juge prit des notes en silence, puis leva la séance pour délibérer. Dans le couloir, Anne vit Françoise s'éloigner rapidement vers les ascenseurs, le dos raide, refusant de regarder quiconque. Julien resta seul avec son avocat, le visage entre les mains. La délibération dura moins d'1 heure. Quand le juge rendit sa décision, sa voix était claire et ferme. Divorce prononcé aux torts exclusifs de M. Perrin. Partage équitable des biens communs, y compris l'appartement qui reviendra à Madame Moreau moyennant le versement d'une soulte. Aucune prestation compensatoire ne sera accordée. Les frais de justice seront à la charge de M. Perrin. Anne sentit les jambes de Colette trembler à côté d'elle. Elle la serra contre elle, incapable de parler, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Maître Lefort se pencha vers elle et murmura simplement « C'est fini. Vous avez gagné. » En sortant du palais de justice, Anne aperçut Françoise qui l'attendait sur le parvis, seule, droite malgré la défaite, le visage fermé comme un tombeau. Elle s'approcha lentement. Anne s'arrêta devant elle, attendant. Françoise la regarda longuement, puis murmura d'une voix blanche « Tu as détruit mon fils. » Anne ne s'y pas. « Non, je l'ai juste empêché de me détruire. » Françoise resta silencieuse, cherchant peut-être une réplique cinglante, un dernier mot qui blesserait. Mais rien ne vint. Elle se détourna et s'éloigna vers le parking, les épaules légèrement voûtées. Anne la regarda partir sans éprouver ni joie ni pitié, juste une immense lassitude et, quelque part au fond d'elle, un début de paix. Les semaines qui suivirent le jugement passèrent dans une sorte de brouillard étrange, où Anne naviguait entre soulagement et épuisement. L'appartement de la Croix-Rousse était officiellement le sien, mais il fallait encore que Julien vienne récupérer ses affaires, une perspective qu'Anne redoutait autant qu'elle l'attendait, pour tourner définitivement la page. Il vint un samedi matin, accompagné de son frère et d'un déménageur. Anne s'était organisée pour être absente, laissant les clés à Maître Lefort qui supervisa l'opération. Quand elle revint en fin d'après-midi, l'appartement était étrangement vide. Julien avait pris ses meubles, ses livres, ses vêtements, laissant des rectangles plus clairs sur le parquet là où se trouvaient les armoires, des trous dans les murs où étaient accrochés ses tableaux. Anne traversa les pièces silencieuses, s'attendant à ressentir de la tristesse ou de la nostalgie. Mais il n'y avait rien. Juste le constat neutre que cet endroit n'avait jamais vraiment été le sien. C'était l'appartement de Julien, décoré selon ses goûts à lui, organisé selon ses règles à lui. Elle y avait vécu 7 ans comme une invitée permanente. Colette arriva le lendemain avec 2 valises et un sourire timide. « Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide pour réaménager. Si tu veux de moi, bien sûr. » Elles passèrent la semaine suivante à transformer l'appartement. Anne repeint les murs en blanc cassé, remplaçant le gris anthracite que Julien affectionnait. Elles installèrent de nouveaux rideaux légers qui laissaient entrer la lumière, déplacèrent les meubles restants pour créer un espace plus chaleureux. Colette apporta des plantes vertes de son propre appartement, un vieux tapis berbère qui avait appartenu au père d'Anne, des photos de famille qu'elle accrocha dans le couloir. Un soir, alors qu'elles montaient ensemble une bibliothèque achetée chez Emmaüs, Colette éclata de rire en voyant Anne se battre avec une vis récalcitrante. « Ton père était aussi nul que toi en bricolage. Je me souviens qu'il avait passé 3 heures à monter une étagère qui s'était effondrée le lendemain. » Anne rit aussi, et réalisa que c'était la première fois depuis des mois qu'elle riait vraiment, sans retenue, sans arrière-pensée. À l'hôpital, Anne retrouva progressivement son rythme. Ses collègues évitaient soigneusement le sujet du divorce, mais elle sentait leur soutien discret dans les petites attentions quotidiennes. Mélanie, l'infirmière avec qui elle partageait souvent ses gardes, l'invita un soir à boire un verre après le service. « Tu as fait quelque chose de courageux, tu sais, » dit-elle simplement. Beaucoup de femmes seraient dérestées. Par peur, par habitude, par facilité. Toi, tu es partie. Anne haussa les épaules. Je n'avais plus le choix. Si, tu avais le choix. Tu as choisi la dignité. Un mardi après-midi, alors qu'Anne faisait ses courses au marché de la Croix-Rousse, elle croisa Madame Garnier, une des invitées du repas de Pâques fatidique. La femme baissa immédiatement les yeux, gênée, et sembla vouloir bifurquer dans une autre allée. Mais elle se ravisa et s'approcha d'Anne. « Anne, je voulais vous dire, ce que Julien a fait ce jour-là, c'était inacceptable. J'aurais dû réagir.
J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolée. » Anne la regarda. Cette femme d'une 60aine d'années, au visage honnête et fatigué. « Merci. » Madame Garnier hésita, puis ajouta à voix basse. « Françoise ne sort plus beaucoup de chez elle. Elle a beaucoup vieilli ces derniers temps. » Anne ne répondit rien. Elle n'éprouvait ni satisfaction ni pitié. Juste une forme d'indifférence paisible. Le soir même, assise dans son appartement transformé, une tasse de thé à la main, Anne regarda par la fenêtre les toits de Lyon qui se découpèrent sur le ciel du crépuscule. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé depuis ce repas de Pâques qui semblait appartenir à une autre vie. L'humiliation, la trahison, la peur, la bataille juridique. Mais elle pensa aussi à ce qu'elle avait gagné. Sa dignité retrouvée, sa liberté, sa mère à ses côtés, le respect d'elle-même. Elle se leva et se regarda dans le miroir de l'entrée, celui qu'elle avait acheté la semaine précédente pour remplacer celui que Julien avait emporté. Elle murmura doucement « Je suis Anne » et ça me suffit. Elle envoya un message à Colette, qui était rentrée à Vénissieux pour la nuit. « Merci de m'avoir appris à me battre. Je t'aime. » La réponse arriva quelques secondes plus tard. « Tu l'as toujours su, ma chérie. Tu avais juste oublié. » Anne sourit, éteignit son téléphone et s'installa sur le canapé avec un livre qu'elle voulait lire depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. 6 mois passèrent comme une lente convalescence après une longue maladie. Anne reprit ses gardes à l'hôpital avec une énergie nouvelle, s'investit davantage dans son service, accepta même de former les nouvelles recrues. Sa chef lui proposa une spécialisation en soins intensifs qu'elle accepta sans hésiter. « Tu mérites cette chance, Anne. Tu as toujours été excellente, mais maintenant tu es présente, vraiment présente. » Colette avait fini par s'installer définitivement dans l'appartement de la Croix-Rousse, transformant la petite chambre d'amis en son sanctuaire personnel avec ses plantes, ses livres et cette vieille machine à coudre qu'elle utilisait pour raccommoder les blouses d'Anne. Elles avaient trouvé un équilibre paisible, fait de dîners partagés, de balades dominicales au parc de la Tête d'Or, de silence confortable où rien n'avait besoin d'être dit. Un jeudi matin, alors qu'Anne prenait son café avant sa garde, son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Café cet après-midi ? J'ai quelque chose à te raconter. » Elles se retrouvèrent dans le même établissement près de la Part-Dieu, où tout avait commencé. Mais cette fois, Sophie souriait. « Tu te souviens de Marie, la jeune analyste dont je t'avais parlé ? Celle qui travaillait avec Julien et qui commençait à subir le même traitement ?» Anne hocha la tête. « Elle a porté plainte en interne. Officiellement. Avec ton procès comme précédent, elle avait des munitions. L'entreprise a ouvert une enquête. 3 autres femmes se sont manifestées. Julien a été mis à pied le mois dernier. » Sophie marqua une pause, ses yeux brillants. « Tu as brisé le cycle, Anne. Ce que tu as fait au tribunal, ça a donné du courage à d'autres. » En rentrant chez elle ce soir-là, Anne croisa par hasard tout le groupe du repas de Pâques, sortant d'un restaurant dans le Vieux-Lyon. Madame Garnier, la tante Marguerite, l'oncle Henri, d'autres visages familiers. Ils la saluèrent chaleureusement, presque avec chaleur, comme si elle avait toujours été des leurs. Et puis elle vit Françoise. Sa belle-mère marchait seule de l'autre côté de la rue, le dos voûté, le pas lent. Elle portait un imperméable beige sans élégance, ses cheveux gris négligemment attachés. Quand leurs regards se croisèrent, Françoise détourna immédiatement les yeux et pressa le pas. Anne ne ressentit ni joie, ni pitié. Juste le constat neutre que certaines personnes construisent leur propre prison. Le dimanche suivant, Colette cuisina ce bœuf bourguignon qui avait marqué toute l'enfance d'Anne, cette recette que son père adorait. Elles dressèrent la table avec soin, allumèrent des bougies, ouvrirent une bouteille de vin correct. « Tu te souviens de ce qu'il disait, ton père ?» demanda Colette en servant les assiettes. « Lequel ? Il disait tellement de choses. Les gens qui te rabaissent ne sont que des nains juchés sur des échasses. Le jour où tu arrêtes de regarder les échasses, tu vois enfin leur vraie taille. » Anne sourit, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Il aurait été fier de toi, ma chérie. Il aurait surtout été fier de toi, maman. Tu m'as tout appris. » Elles trinquèrent en silence, 2 femmes qui avaient survécu, qui avaient tenu, qui s'étaient battues. Ce soir-là, seule dans sa chambre,
Anne ouvrit le tiroir de sa table de nuit et en sortit l'alliance qu'elle avait jetée dans l'assiette de Julien. Elle l'avait récupérée plus tard, sans trop savoir pourquoi. Elle la fit rouler entre ses doigts, une dernière fois, puis la rangea au fond d'une boîte avec d'autres souvenirs qu'elle ne regarderait probablement plus jamais. Elle éteignit la lumière et s'allongea, écoutant les bruits familiers de l'appartement. Le frigo qui ronronnait dans la cuisine, le radiateur qui cliquetait, la respiration paisible de Colette dans la chambre d'à côté. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 6 mois plus tôt, assise dans cette voiture devant la maison de Caluire, les mains moites, terrifiée à l'idée de décevoir. Cette femme n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un de plus fort, de plus lucide, de plus entier. Quelqu'un qui n'avait plus peur de prendre de la place. Quelqu'un qui s'appelait Anne. Et ça suffisait amplement.